Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, je vais vous dire, auditeur de Sud Radio, vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez. Vous savez qui est avec nous? Moïse. Moïse lui-même. Il est descendu du Sinaï, pas du Sinaï, du 16e arrondissement, la tête entourée d'éclairs, ça c'est vrai. Eh bien, il a produit les 10 commandements pour l'épargnant français. Et c'est qui Moïse? Eh ben, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Charles Gave. Charles Gave qui vient d'écrire « Cessez de vous faire avoir, occupez-vous de votre épargne ». Et il commence le livre comme ça, juste, je veux vous dire, les Français ont 2 caractéristiques quelque peu contradictoires. Ils épargnent comme des fous, et pourtant, ils vont connaître une fin de vie misérable. Dis donc, Charles Gave, vous êtes gentil, hein, vous nous noyez dans l'optimisme. Et pourquoi? Parce que, ajoutez-vous, les mêmes Français, quand il y a un problème, font toujours la même demande. L'État doit s'en occuper, à la place de se dire « Mais qu'est-ce que je devrais faire pour que ce problème ne me touche pas ». Alors, pourquoi vous avez écrit ce livre, en fait? J'ai écrit ce livre parce que c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte. Mon métier, pour des raisons qui m'échappent, j'ai une façon de regarder le marché financier, l'économique, et pas celle de tout le monde. Et il se trouve que j'ai plutôt plus raison que tort. Ça fait 40 ans que vous faites ça. Ça fait 40 ans que je le fais, donc... Et donc, au départ, étant d'un naturel vénal, je l'ai fait pour des gens qui me payaient très cher, vous voyez, c'est normal, quoi. C'est bien. Et puis, je suis arrivé à un moment où j'ai atteint ce que les Américains appellent le fuck you money, c'est-à-dire où je fais ce qui me plaît, et puis les autres, j'en ai rien à foutre, quoi, c'est pas mon problème. Et je suis revenu en France, et là, avec ma fille, on a créé l'Institut des Libertés, on a commencé à écrire sur des trucs, et je me suis rendu compte petit à petit que quand j'écrivais sur l'épargne des gens, ça les intéressait énormément. À ce moment-là, j'avais beaucoup de questions. Donc j'ai commencé à orienter un peu plus l'Institut des Libertés vers l'épargne. Et puis, j'ai fait un faux portefeuille, enfin portefeuille comme ça, dans lequel je mettais 10 valeurs françaises, et puis de l'or et des obligations chinoises, qui a fait 54% en 4 ans, ce qui était bien. 54% d'augmentation. D'augmentation en 4 ans, ce qui était bien, avec un profil de risque très très bas. Hein. Et puis, les gens ils me posaient de plus en plus de questions, et ma fille m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une université de l'épargne, pour apprendre aux gens à gérer leur épargne. Donc, on a créé cette université de l'épargne. On n'avait pas eu le temps de dire qu'on l'a créée, qu'on avait 5000 abonnés, ce qui est quand même beaucoup. Pas mal, ouais, bien. Qu'on faisait payer la somme monstrueuse de 100 € par an, parce que si vous donnez quelque chose gratuitement aux gens, ils pensent que ça vaut rien. Donc l'abonné, il paye 100 € par an, on s'abonne à votre université d'épargne. Il a plein de cours, ouais. il pose des questions, on a créé un... C'est quoi, universitédépargne.org? C'est quoi universitédépargne.fr, je crois. Ouais, mais vous tapez Université d'épargne, vous arrivez dessus. Donc on fait des cours, on est 3 à travailler là-dessus maintenant. Et je me suis dit, on a besoin d'un manuel. Et donc j'ai écrit le manuel. Voilà. Cessez de vous faire avoir, oui. Cessez de vous faire avoir. Et ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est que c'est pas difficile du tout. La plupart des gens, quand vous le commencez à leur parler d'épargne, ils prennent un air affolé, et ils disent, mais c'est très compliqué. Mais peut-être, Charles, pardon, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'épargne. Mais l'épargne, en économie, je vais vous dire ce que c'est que l'épargne. Ouais. C'est grosso modo, pour un type, c'est vous dépensez de l'argent, et à la fin d'avoir dépensé, vous avez la même chose. Vous voyez, vous avez dépensé votre surplus. Vous voulez dire qu'il me reste autant d'argent quand j'ai dépensé, donc c'est les bénéfices, quelque part. C'est un peu les bénéfices. Les bénéfices, et d'ailleurs, dans l'épargne nationale, vous avez l'épargne des particuliers, qui mettent de côté et qui essayent d'investir pour garder la même chose, au moins. Et de l'autre côté, vous avez l'épargne des entreprises, qui sont les profits. D'accord, oui, bien sûr. J'y reviendrai parce que ce que je viens de dire est assez important. Je suis content que vous ayez cette autosatisfaction qui fait votre charme. Oui, c'est pas que je fais vous savez, ce que disait ma grand-mère, c'est quand je me vois, je me désole, quand je me compare. je me réjouis. Je me console. Absolument. Alors justement, je voudrais juste rappeler, parce que c'est intéressant, on va les énumérer. Je voudrais rappeler les 10 commandements de l'université de l'épargne. Vous les donnez. Tu t'occuperas de ton épargne toi-même. Tu diversifieras tes investissements entre classes d'actifs, tu rebalanceras régulièrement ton portefeuille, tu éviteras les dettes, surtout en période de déflation, tu resteras vigilant face aux signaux du marché, tu te protégeras contre l'inflation avec l'or, on va parler, tu privilégieras l'épargne en cash
en cash en période de crise. Tu utiliseras la règle de la moyenne mobile de 7 ans. Tu seras patient et prudent. Et tu poursuivras constamment l'apprentissage. Mais alors, vaste programme, c'est très intéressant, Charles. Mais comment je fais, moi, par exemple, qui travaille de matin au soir beaucoup, enfin, qui sont occupés, comment on va s'initier à cela? C'est quand même très complexe. C'est pas complexe du tout. La première des choses que vous devez vous rendre compte, c'est qu'il y a 30 ans, 40 ans, gérer de l'épargne, ça supposait une infrastructure monstrueuse. C'est-à-dire qu'il fallait des ordinateurs, des trucs, c'était compliqué. Passer les ordres, c'était cher. Oui. C'était très compliqué. Aujourd'hui, vous avez toute une série de plateformes sur lesquelles vous pouvez mettre votre épargne, vous déposez l'argent dans la plateforme, et ensuite, vous avez sur votre ordinateur de quoi la gérer, et c'est pas plus difficile que l'email. Et à ce moment-là, on peut le gérer tout sur son appareil et voilà. Tranquille. Et vous aurez le cours, la valorisation de votre épargne en temps réel, tous les jours. Vous regarderez la façon, parce que dans ces plateformes, ils vous mettent à jour tout sans arrêt. Tout le temps, oui. Les coûts aujourd'hui de transaction sont très faibles. Pour vous donner un exemple, quand je gérais de l'épargne institutionnelle à Londres il y a 25 ans, j'avais dû installer un ordinateur qui était de la taille de cette pièce, quoi. Ah bon? Ah ouais. Et oui, et ça me coûtait d'entretenir cet ordinateur, de faire les relations avec tout le monde, 2 millions de dollars par an. Maintenant, ça vous coûte rien. Donc, il n'y a aucune raison qu'un particulier ne se mette pas sur eToro, Boursorama, il y en a plein. Vous le faites et vous apprenez en une demi-journée comment ça marche. Comment passer un ordre, comment vérifier les trucs. Ils vous font d'ailleurs des démonstrations. Vous pouvez les avoir facilement. Vous pouvez faire des simulations, c'est-à-dire que avant que vous mettez pas du vrai argent, vous commencez à jouer avec du faux argent, des jetons, pour voir comment ça se passe. Donc, c'est très facile. Et ensuite, ce que j'essaye de montrer, la plupart des gens s'imaginent que gérer son épargne, c'est devant un écran. Si l'écran est vert, tout va bien. S'il devient rouge, vous devenez tout vert. Parce que ça veut dire que tout s'en va, ouais. Et donc, vous avez l'impression que vous devez rester et surveiller les signaux toute la journée. En fait, la façon dont moi je gère de l'épargne, c'est que je donne un ordre une fois tous les 3 mois. C'est ce que je montre comment on peut gérer une épargne de façon parfaitement rationnelle en donnant un ordre tous les 3 mois en fonction d'un signal qui se produit une fois tous les 5 ans. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est donc. Mais comment savoir si ce qui monte, ce qui descend, si je ne suis pas à la bourse, si je ne suis pas en permanence en train de regarder ce qui se passe, comment je fais? Vous vous inscrivez à l'université de l'épargne pour commencer. On signalera ces changements. Ouais. On dit aux gens, on précisément. Mais je vous donne un exemple qui est assez simple. Un exemple concret, oui. Un exemple concret. Vous dites. Je veux garder la valeur de mon épargne en pouvoir d'achat. C'est-à-dire, je vais pouvoir le dépenser comme je veux. C'est-à-dire que mon épargne, une fois que j'aurai déduit le taux d'inflation, je pourrais dépenser la même chose. D'accord. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser ce qu'on appelle des réserves de valeur. C'est ça. Oui, ça veut dire les réserves de valeur, c'est ce qui garde sa valeur. Et dans les marchés, il y en a 2. C'est pas trop compliqué. Vous avez les obligations d'État, et vous avez l'or. Ce sont les 2 vraiment qui gardent leur valeur. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, vous savez, que les États, aujourd'hui, sont tellement endettés qu'ils rembourseront jamais leurs obligations. Oui, c'est ça. Vous me dites, mais c'est obligation d'État, tout va bien. Mais non, je dis... Donc, quand l'État est bien géré, par exemple, vous achetez une obligation suisse, vous serez remboursé. Vous achetez une obligation française, vous ne serez pas remboursé. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un rapport, le cours de l'or divisé par ce que vous rapporte l'obligation. Vous faites un ratio entre les deux comme ça. Et si l'or fait mieux que les obligations... C'est l'or. C'est l'or. Et si les obligations font mieux que l'or, c'est les obligations. Et vous faites une moyenne mobile à 7 ans, ce qui ça prend du temps. Et si depuis 7 ans, l'or fait mieux que les obligations, vous n'avez pas d'obligation. Vous avez de l'or. Est-ce que ça marche très très bien. Et c'est très facile. Une question, il y en aura beaucoup, je sais qu'il va arriver, mais est-ce que est-ce que c'est la même chose l'épargne? Je pose la question vraiment de Huron et la bourse, ou c'est autre chose? Alors là, est-ce que l'épargnant peut jouer à la bourse ou etc. Voilà. Non, vous avez différentes façons d'épargner. Vous pouvez par exemple acheter un appartement dans lequel vous vivrez. Ouais, c'est une épargne. Oui, c'est une épargne. C'est une épargne. Vous pouvez mettre votre argent dans un Picasso. C'est une autre forme d'épargne. Donc je définis.
il y a deux sortes d'épargne, ce que j'appelle les valeurs de rareté, un Picasso, de l'or, ou les valeurs d'efficacité, des outils. Les outils comme par exemple? Les outils comme par exemple LVMH. Ah d'accord. L'entreprise, enfin, l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire, donc la valeur d'efficacité, c'est ce qui vous permet de participer à la croissance du PIB. Parce que si vous choisissez bien vos valeurs, vous allez faire mieux que l'or ou les obligations. Donc ce que je fais là-dedans, c'est que je dis, il y a un type qui, à la fin du siècle dernier, aux États-Unis, a montré que vous avez, ce que j'essaie de montrer là-dedans, c'est que vous avez 4 outils que vous devez utiliser. Les bons du trésor à 3 mois, c'est-à-dire les taux courts, c'est-à-dire vous achetez un fonds de trésorerie. Vous achetez un fonds de trésorerie, allez hop. Vous avez les obligations à 10 ans de l'État, ça c'est les obligations. Vous avez les actions, l'indice des actions françaises, et vous avez l'or. Et lui, il dit, bah, écoutez, je vais vous dire un truc qui est très rigolo quand même. Si vous faites un quart en fonds de trésorerie, un quart en obligations, un quart en actions et un quart en or, oui. Et que vous ramenez tout le monde à un quart tous les trimestres, vous ramenez tout le monde à un quart, s'il y en a qui est monté, vous le vendez, vous rachetez ce qui a vous restez au quart, quoi. Vous restez au quart tout le temps comme ça. Et alors, ça marche? Vous faites 4% réel avec une volatilité extraordinairement faible. C'est-à-dire que vous faites à peu près 2 fois mieux que le livret A, quoi. Mais facile. Et vous ne prenez aucun risque. Il y a pour ainsi dire aucun risque. Et vous faites ça, c'est... Donc, vous bâtissez une espèce d'obligation synthétique indexée sur l'inflation, qui fait 4% de plus que l'inflation, mais avec 4% de rendement réel, à 4% sans prendre de risque. Vous avez un portefeuille qui est totalement... Et vous n'avez même pas besoin de sortir à l'étranger. Vous pouvez le faire tranquille, vous le faites... Vous pouvez le faire dans un PEA. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est ne croyez pas que c'est compliqué. Et là, au début, je m'adresse aux femmes. Je leur dis, dans tous les pays où j'ai vécu dans ma vie, ça paraît curieux, mais c'est toujours les femmes qui s'occupent de l'épargne familiale. Sauf en France. Parce qu'en France, les dames, si on commence à leur parler d'épargne, elles prennent un air effarouché en disant, je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Oui, enfin, il ne faut pas généraliser non plus, mais c'est vrai que ça existe. Je crois que d'ailleurs, on a une auditrice. Oui, nous avons une auditrice, c'est Clarisse qui nous appelle de Paris. Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Gave. Et merci infiniment Monsieur Berkoff pour vos émissions. Merci. Monsieur Gave, je suis abonné à votre université de l'épargne et je vous ai découvert avant sur l'Institut des Libertés, donc j'ai pas de questions sur le portefeuille, les cadrans, etc. C'est plutôt sur qu'est-ce que je peux faire de l'argent que j'ai de côté pour acheter ma résidence principale à très court terme, et l'épargne de précaution, donc ce qu'on met, puisque pour l'instant j'ai pas de travail, donc ce qu'on met de côté pour les années à venir, sachant donc qu'il faut que j'ai un accès, que ce soit sûr et liquide. Pour l'instant c'est dans une banque française, mais avec la faillite à venir de l'État et sa volonté de taxer ou d'accaparer l'épargne... Comme vous y allez Clarisse, ça y est, faillite, ça y est, on est en faillite nous. On est en faillite. Bien que ça risque d'exploser, donc ça fait un peu peur pour l'instant. Vous posez 2-3 questions très importantes. La première, c'est vous allez avoir besoin d'acheter une résidence dans les combien de temps? 6 mois, 2 ans, 4 ans? Clarisse? Hier. Donc, bon, alors à ce moment-là, vous devez vous mettre dans un fonds de trésorerie, c'est-à-dire des placements à très très court terme, dans la monnaie française du jour, c'est l'euro. Et là, il n'y a rien à faire parce que mais surtout, vous ne le laissez pas en cash dans votre banque. Pour l'instant, je l'avais mis sur un compte à terme, mais là qui est arrivé à échéance. Est-ce que le compte à terme... Le compte à terme, vous pouvez vous le faire piquer facilement, parce que le compte à terme, vous avez prêté de l'argent à la banque. Tandis que si vous vous mettez dans un fonds de trésorerie, des obligations émises par l'État français, à court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, à ce moment-là, c'est à vous. Tandis que là, vous avez prêté de l'argent à la banque, donc si la banque fait faillite, vous vous retrouverez dans le pot commun des débiteurs de la banque, et vous serez cuite. Donc vous devez assurer la propriété. Si vous achetez un fonds de trésorerie, c'est comme si vous achetez une action, elle est à vous. Donc vous ne devez pas rester en compte à terme. Voilà Clarisse, si vous ne voulez pas être cuite, pensez à Charles Gave, et il est cru, lui.
Et si vous voulez continuer à poser vos questions ou si vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite avec l'économiste Charles Gave. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours effectivement avec Charles Gave, Moïse descendu du Sinaï pour vous raconter comment il faut cesser de vous faire avoir. C'est pas simple, mais honnêtement, vous vous y mettez, dans une semaine, vous y êtes. Occupez-vous de votre épargne, c'est pas un mauvais conseil. Hein. Je crois, Marie, nous avons encore une auditrice. Alors, voilà, je tiens ce sont les femmes. C'est encore une femme, vous qui disiez qu'en France, les femmes ne s'occupaient pas de l'épargne. Je suis très content que ce soit des femmes parce que c'est par elles que passera le salut. Alors, tout à fait. C'est Chantal qui nous appelle d'Arles. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour André Berkoff, je vous remercie pour vos émissions, je vous remercie de m'accueillir et je vous remercie pour la qualité de vos intervenants. Voilà, alors ma question était celle-ci. J'ai souscrit il y a 5 ans une assurance vie, j'ai un livret d'épargne populaire puisque mes revenus sont modestes et les bruits qui circulent depuis quelques jours, quelques semaines, concernant la préemption possible par l'État sur nos comptes, voilà, ça m'intrigue un petit peu et je voudrais savoir quoi faire. Ne pas laisser mon argent à disposition de l'État. Ben, vous avez parfaitement raison. Essayons de raisonner une seconde tranquillement. L'État a une dette de 3 000 milliards, 3 300. 3 300 milliards. Oui, ça monte très vite. Donc c'est déjà plus vrai, ce sera 3 400 la semaine prochaine. Bon. Et l'épargne, si vous ajoutez le livret A plus les assurances vie, ça doit faire pas loin de 3 000 milliards aussi. Et ils peuvent plus augmenter les impôts parce que tout le monde est étranglé. Et puis maintenant, on est du côté des impôts où si vous augmentez les impôts, les rentrées fiscales vont baisser. Oui. C'est la courbe de l'affaire. Vous savez, tout le monde le sait. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà, c'est ce que disaient mes grands anciens. Donc, vous vous dites, vous êtes un homme sans foi ni loi. Vous vous dites, donc il y a 3 000 d'épargne chez les Français et 3 000 d'épargne que j'ai dépensé en trop. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais leur piquer leur épargne. Non ? En tout cas, donc vous devez mettre votre épargne à l'abri du gouvernement français. Il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez acheter, par exemple, des actions Air Liquide. À ce moment-là, ils ne vous les prendront pas. C'est à vous. C'est le droit de propriété. Et comment on sait quelles actions ont droit de propriété ou pas ? Toutes les actions sont en droit de propriété, mais tout ce que vous avez en contrat, c'est-à-dire les obligations, c'est des contrats. Donc l'État, qui est souverain, peut changer les termes du contrat. Mais il ne peut pas enlever votre droit de propriété parce que ça, c'est constitutionnel. D'accord. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les contrats, en France, c'est-à-dire l'argent que vous avez à court terme dans la banque, l'argent que vous avez à long terme, les obligations, l'État peut vous les piquer. Il peut décider un jour qu'il ne remboursera pas les obligations, ou qu'il les remboursera dans 20 ans. Et y compris votre compte, comme dit Chantal. Si vous avez du cash, il vous le pique. Si c'est soi-disant moins de 100 000 euros. Oui, c'est ce qu'il dit, moins de 100 000 euros. Oui, mais ça... On peut jouer. On changera. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les législations pour piquer l'épargne des Français sont déjà en place. C'est la loi Sapin qui a été faite. Il y a tout est déjà en place pour, le cas échéant, déterminer qu'on est dans des états de difficultés financières, ils appellent ça. C'est-à-dire que l'État à l'évidence en faillite. Et à ce moment-là, ça leur donne le droit d'utiliser l'argument... Mais Charles Gave, est-ce que ça ne risque pas, je veux dire que vous dites ça, et puis les gens vont dire, oh là là, il faut qu'on enlève nos avoirs des banques, etc. Ça fait une panique. Vous savez, une panique à la chypriote ou à la grecque, quoi. Oui, mais si vous voulez, comme me disait un de mes grands amis traders à Londres, qui a fait d'ailleurs une énorme fortune dans un hedge fund et tout, que j'aime beaucoup, il dit, s'il faut paniquer, il vaut mettre le premier que le dernier, quoi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est bien joli de dire ne paniquez pas, mais en même temps, comme ces gars-là nous ont emmenés dans un état où la panique est inévitable à un moment ou à un autre, il vaut mieux être le premier que le dernier, quoi. Vous n'êtes pas responsable d'avoir déclenché la panique. C'est eux qui, par leur politique débile, ont rendu la panique inévitable. Donc vous connaissez un Chantal, pour revenir à Chantal, il faut qu'elle mette son argent soit dans un compte étranger, si elle peut ouvrir un compte à la Banque cantonale de Genève, ou j'en sais rien, ça serait très bien, ou soit dans une plateforme qui est à l'étranger,
comme par exemple Swissquote, qui est détenu par UBS. Je vois que les Suisses, quand même, c'est pas mal. Ça à la côte, les Suisses. Mais vous pouvez aller à Singapour, mais vous ne pourrez pas aller à Singapour. Vous pouvez aller à Londres, c'est très bien aussi. Vous pouvez aller à HSBC Londres, ce sera parfait. Vous pouvez aller, mais le tout, c'est de sortir du droit français. D'accord. Sortir votre épargne, si vous le pouvez, du droit français. D'accord. Mais merci Chantal. Et je ne suis pas un mauvais citoyen quand je dis ça. Moi, j'en veux beaucoup aux Français d'avoir continué à prêter à l'État alors qu'ils auraient dû s'arrêter il y a des années. Pour prêter à l'État par acheter des obligations et tout. Si les Français avaient dit on vous prêtera plus tant que vous ne serez pas revenu à l'équilibre budgétaire, ils seraient arrêtés. Encore fallait-il qu'ils en aient conscience. Nos chers compatriotes. Oui, et puis moi, ce qui me tue avec les Français, c'est ce que je mets dans mon bouquin. J'ai des copains qui viennent, à qui me demandent Charles, qu'est-ce que je dois faire? Je leur dis qu'est-ce que tu as? Il me dit j'ai une assurance vie. Je lui dis et qu'est-ce que tu as dans ton assurance vie? Des obligations d'État. Alors je lui dis écoute, tu m'expliques que l'État français va faire faillite et tu mets ton pognon dans une obligation française parce qu'il te donne un avantage fiscal à la con. Mais si c'était un bon investissement, ils n'auraient pas besoin de te donner l'avantage fiscal. Il n'y a pas d'avantage fiscal sur les obligations suisses. Hein. Parce que c'est un bon investissement. Parce que c'est un bon investissement. Donc dès que l'État vous donne un avantage fiscal, partez en courant. Vous savez qu'il veut vous plumer. Donc il y a quelques réflexes comme ça à avoir. Réflexes de survie, quoi. Des réflexes de survie. Vous savez, c'est ce que disait ce brave... Schumpeter, non, pas Schumpeter. Non, c'est pas non, c'est ce que disait Benjamin Franklin. Il disait la démocratie, c'est quand deux loups votent avec un agneau pour savoir s'il y aura dîner ce soir. Quoi. Ça. Et l'autre, vous savez, et la variante, c'est mais moi je flatte beaucoup l'agneau, j'espère que je serai mangé en dernier. Ça, ils espèrent beaucoup ça. Oui, ils espèrent beaucoup ça. Ouais. Vous savez, être le dernier être bouffé par le crocodile. Oui, ça c'est. Et justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait? Alors, il y a quand même, et on en parle, il y a une méfiance très forte, effectivement, des gens dire, vous avez entendu nos auditrices, etc., et on entend beaucoup ça dans mon émission à Sud, etc., on reçoit. Et il s'est installé une très grosse méfiance, hein, je veux dire, entre Écoutez, vous avez un peu d'épargne, hein. On vous dit, vous le mettez dans une assurance vie, vous pourrez le transmettre librement à vos enfants, il n'y aura pas de droit de douane. Et puis il y a 3 crétins à la chambre au Parlement, qui disent, on va peut-être enlever cet avantage. Ouais. Mais c'est honteux. Il faut mettre des droits de succession, des choses comme ça. Il faut mettre des droits de succession. Mais c'est honteux. D'abord, vous changez les termes d'un contrat. Et ensuite, quel est le gars maintenant qui, aujourd'hui, sachant que ça peut arriver, va mettre de l'argent? Donc, je comprends qu'ils aient la trouille. Il faut que vous ayez la trouille. Dites-vous bien que ces gens-là, maintenant, sont là pour vous piquer votre épargne. Ils n'ont pas d'autre solution. C'est à vous, maintenant, d'aller dans des endroits où ils ne pourront pas vous la piquer. C'est tout l'objet de ce bouquin. Je veux dire, faites gaffe, ne croyez pas que l'État est bon ou que ceux qui le dirigent veulent votre bien. Ce sont... Si vous croyez que M. Macron veut le bien de la France... Il fut un temps où on avait des dirigeants qui pensaient collectif. Qui pensaient à l'intérêt du pays. Ouais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le bien commun, c'est une notion qui a disparu dans l'éthique de nos gens qui sont élus. Enfin, je sais pas, moi. En tout cas, c'est préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais oui, comment se fait-il qu'un peu partout dans le monde, on ait une génération de gens maintenant qui ne pensent plus au bien commun, qui ne pensent qu'à eux? C'est une nouveauté, ça. Comment se fait-il que notre système de sélection ne nous ait amené que des Macron? C'est quand même étonnant. Autrefois, ça nous amenait de temps en temps un gars qui était convenable. Oui, on peut. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser effectivement. L'entropie génétique, non. L'entropie économique, je ne sais pas. Mais Charles Gave, on va revenir effectivement avec nos auditeurs à l'épargne et à ce livre. Encore une fois que je recommande. Mais prenez le temps. Effectivement, il faut une semaine pour. Il faut une semaine à tout casser pour lire le livre, ce qui se fait en 1 heure, et surtout après pour allez vous renseigner sur la façon dont vous allez techniquement mettre votre épargne à l'abri. Et ça, honnêtement, autant c'était difficile il y a 30 ans, autant aujourd'hui, vous avez... C'est faisable. C'est faisable. Vous avez eToro, vous en avez 25 qui sont là, qui sont ravis d'accueillir votre épargne, qui la mettent dans un endroit sûr. Elle restera à vous et vous pourrez la gérer vous-même à partir de chez vous, en étant bien prudent et sans que ça vous coûte rien. Hein. Et si vous voulez transmettre ça à vos enfants, vous n'aurez pas 60% d'impôts à payer, quoi. Vous les aurez peut-être, mais vous leur avez d'abord fait quadrupler. Ouais, c'est ça.
Et donc, il leur restera quelque chose, quoi. Tandis que là, vous n'imaginez pas, André, la panique des gens sur leur épargne aujourd'hui. Je suis arrêté dans la rue sans arrêt. Les gens sont affolés parce qu'ils se rendent compte que leur retraite, pour des raisons que j'ai expliquées 10 fois, ils ne la toucheront pas. C'est du pipeau, ils y arrivent pour des raisons démographiques, c'est même pas possible. Donc, ils se mettent une épargne de côté et ils se rendent compte que cette épargne de côté, ils vont se la faire piquer. Donc, ils se disent, mais ma fin de vie va être abominable. Comment je vais faire, hein? Comment je vais faire? C'est pas évident. Et donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous devez simplement lire ce livre. Le cas échéant, vous abonner à l'université de l'épargne. Mais ça, c'est. Mais même celui qui vous louera, qui est gratuit d'ailleurs, ces plateformes, il vous expliquera comment faire pour donner un ordre, c'est très facile. Techniquement, etc. Techniquement, ce sera un bouton à appliquer, c'est tout, quoi. On va en parler après cette petite pause et surtout, on va parler, alors justement, Charles, on va passer de l'économie nationale à ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a eu deux dates extrêmement importantes, et je parle surtout, encore une fois, sur le plan de l'épargne, sur le plan de la monnaie, sur le plan de la gouvernance. Il s'est passé les BRICS, hein, étonnant, effectivement. On va parler avec Gutiérrez de l'ONU qui est venu, et puis le 5 novembre, les élections américaines, dans quelques jours. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça risque de changer, ou pas? A tout de suite, après cette petite pause. André Berkoff reçoit aujourd'hui le président de l'Institut des Libertés, Charles Gave, qui nous parle de l'épargne et de son livre « Cessez de vous faire avoir ». Si vous avez une question ou vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Charles Gave, cessez de vous faire avoir, vaste programme. Marie, je crois que nous avons un auditeur. Oui, nous avons Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marie, bonjour monsieur André Berkoff, bonjour monsieur Charles Gave. Bonjour. Je viens de prendre une assurance vie auprès de la Banque Postale. Ça m'inquiète vos propos là. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Vous achetez des obligations? Il me semble que ce sont des obligations. Ça, c'est pas une bonne idée. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une assurance vie et acheter un portefeuille d'actions bien diversifié française. Parce que là. C'est ce que j'ai fait, oui. Ce sont des actions françaises que j'ai prises, pas des obligations. Si vous avez des actions, c'est pas grave, c'est même une bonne chose, à condition qu'ils vous mettent pas trop d'actions qui dépendent complètement de l'État français. Parce que moi, vous avez eu maille à partir là avec l'État français. C'est pas ça. Moi, vous savez, de la France. Non, il a raison parce que vous avez des entreprises. Déjà, on sait que les entreprises du CAC 40, la quasi-totalité sont comment ça s'appelle le siège, sont contrôlés à 40% par des fonds étrangers. Déjà. Ça, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux que l'État français. Regardez ce qu'ils ont fait à EDF. Et ce qu'ils ont fait à Alstom, c'est quand même étonnant. C'était des sociétés qui avaient et qui étaient des vrais fleurons, et ils ont réussi à foutre EDF en faillite dans un moment où c'était un monopole qui produisait de l'électricité à 25 qu'ils vendaient à 40, et c'était impossible de foutre EDF en faillite. Mais les crétins qui nous gouvernent ont réussi à foutre EDF en faillite, à foutre Alstom en faillite. Il y a 30 ans, on dominait la transformation de l'uranium avec Areva, on dominait la production d'électricité et on dominait la distribution d'électricité. On avait été le seul pays au monde à avoir les trois. Et bien, en l'espace de 25 ans, ils ont tout foutu en l'air en affermant ça à l'Europe et en laissant l'Allemagne déterminer la politique énergétique de la France. Mais ils vont faire ça avec toutes les sociétés. Donc, la seule chance que vous avez si vous achetez une société française, c'est d'acheter une société où l'État n'est pas au conseil d'administration. Si l'État est au conseil d'administration, vous vendez parce que vous savez qu'ils vont vous plumer. Voilà Guy, vous savez comment ne pas être plumé. Qu'est-ce que c'est qu'un compte à terme, s'il vous plaît? Compte à terme, la même chose. Vous avez prêté de l'argent à la banque. Donc si l'État décide que la banque n'a pas honoré son contrat avec vous, vous êtes cuit. Si vous achetez, encore une fois, Air Liquide ou Schneider et que vous le mettez dans votre compte à la banque, c'est à vous, ils ne peuvent pas vous le prendre. Tandis que votre compte, ils peuvent prendre votre cash, ils peuvent prendre votre compte à terme. Par contre, mon simple compte en banque, ils peuvent me le prendre. Soi-disant, en tout cas, ils vous prendront tout ce qui est au-dessus de 100 000. Ça, c'est certain. Mais ensuite, s'ils ont vraiment besoin d'argent, ils diront non, c'est pas 100 000, c'est 50 000, et puis ça sera 20 000, et puis ils vous prendront tout. Oui,
il y a le risque de ça, de descendre. Ah bah écoutez, on n'y est pas encore, mais tout est possible. La vie est un métier à risque, vous savez. Moi, je le vois quand même. Je comprends pas qu'un pays comme la France en soit à 3300 milliards d'endettement. Moi, j'ai toujours été mon propre patron, chef d'entreprise. Quand il y avait des soucis, bon, j'ai réparé, j'ai peiné, j'en ai souffert, mais j'ai réparé. J'ai jamais laissé de dette. C'est pour ça, si vous voulez. Depuis 55 ans. C'est pour ça que si la solution, je dis depuis très longtemps, c'est d'interdire aux fonctionnaires de se présenter aux élections. Ils peuvent se présenter, mais s'ils sont élus, ils abandonnent la fonction publique pour toujours. Parce que comme ça, les fonctionnaires, si vous voulez, c'est pas leur problème. Si ça va pas, ils augmentent les impôts. Mais vous pouvez pas augmenter les prix sur vos clients. D'accord. Oui, donc, c'est-à-dire, il faut rendre, comme dans toutes les grandes démocraties, le fonctionnaire éligible, mais qui quitte la fonction publique pour toujours. C'est ça. Qui n'a pas les portes tournantes, quoi. Regardez la retraite de Hollande. Il a 6 ou 7 retraites de l'État. Il touche 3 000... Attendez, je sais pas. Il va toucher... alors, c'est contesté. Certains disent 25 000, les autres disent 35 000 par mois. C'est sympathique. Enfin, sans avoir jamais pris un risque. Oui, c'est vrai. Il a jamais eu une baraque à frites, hein. Jamais, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est que la frite. Il avait dit, quand il était quand il était président, il avait dit, ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Oui, exact. Alors, je ne sais pas si on a Chantal. On a encore quelqu'un. On a Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, et merci d'avoir invité Charles Gave. C'est toujours pétillant quand Charles Gave est sur votre antenne. Écoutez, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais sur l'épargne, depuis la loi de... Et qui Sapin 2, je crois que c'est Hollande. Sapin 2, oui. Déjà, Sapin 2, oui. Qui avait déjà commencé à bien... vouloir déjà prendre notre épargne. Est-ce que vous pensez que une banque nationalisée de dépôt, si on séparait la banque de dépôt et la banque d'affaires, ça pourrait changer quelque chose? En principe, si vous voulez, on doit la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt à M. Debré, qui nous a aussi créé l'École nationale d'administration et l'École nationale de la magistrature. Attention, je suis fonctionnaire, hein. Oui, mais moi, mon père aussi l'était. Mais je veux dire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il n'y a aucune raison que les fonctionnaires aillent dans le domaine politique. C'est-à-dire que la fonction administrative, c'est de gérer l'État. C'est pas de prendre les décisions pour l'État. La fonction politique, c'est celle dont la noblesse est d'être foudroyée s'ils font une erreur, c'est Pétain. Mais depuis les années Giscard, la fonction administrative a conquis et a capturé la fonction politique, et nous n'avons plus de fonction politique en France. Nous avons que des fonctionnaires. Et si vous faites une différence entre Juppé et Fabius, en dehors du fait que tous les deux ont un casier judiciaire et qui sont tous les deux au Conseil constitutionnel, il semble que pour être au Conseil constitutionnel, il faille un casier judiciaire. Vous allez vite en besogne, Charles Gave, quand même. Mais non, ils ne sont pas tous... regardez Sarkozy, il en fait partie aussi du Conseil constitutionnel. Il a aussi un casier judiciaire. C'est quand même prodigieux. On ne peut pas être gendarme avec un casier judiciaire et on peut être au Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que c'est intéressant à creuser, ça, à creuser. Merci Chantal. Moi, je voudrais quand même qu'on parle de quelque chose qui vient de nous occuper, et d'ailleurs, auquel je dois dire, à part nous, à part Sud Radio et à part un certain nombre de médias, il y a eu un silence tout à fait remarquable, c'est le sommet des BRICS. Oui, le sommet des BRICS. Alors, c'est un mouvement qui a commencé il y a très longtemps. J'avais écrit un papier, je crois, quand la BNP avait été condamnée à payer 9 milliards d'amende, parce que après 9/11, là, après le 11 septembre, après le 11 septembre, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont décidé que quiconque utilisait le dollar en dehors des États-Unis était soumis à la loi américaine. Absolument. Même si les deux gars n'étaient pas américains. Même si entre Charles Gave et André Berkoff ont fait un accord, si c'est en dollars, on est susceptible de tomber sous la justice américaine. Et donc à ce moment-là, j'avais écrit, c'est la fin du dollar, c'est une perte de souveraineté totale pour une nation comme la France. Remarquez que ça ne gêne pas beaucoup les politiques à l'heure actuelle, les peines de souveraineté, mais enfin, il y a autrefois, ça aurait gêné. Et donc, j'avais dit, il est foutu. Et alors, ce qui se passe depuis, c'est qu'avec la guerre qui est arrivée entre la Russie et l'Ukraine, à ce moment-là, on a commis une deuxième erreur monstrueuse, c'est qu'on a piqué les réserves de change de l'Ukraine. Et donc, de la Russie, vous voulez dire? De la Russie, pardon. Les réserves de change de la Russie, oui. On a pris. Ouais. Et à ce moment-là, la plupart des gens gardaient la réserve de change en dollars, parce qu'ils avaient besoin de dollars pour acheter le pétrole. Tout à fait.
Mais à partir du moment où il les gardait chez nous parce qu'on avait soi-disant le droit de propriété, qu'on était un état de droit. Ce qui fait rire aux éclats tout le monde aujourd'hui. Mais l'état de droit, c'est l'état tordu. C'est l'état de droit tordu, oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens se sont dit, mais je peux pas garder ça. Et à ce moment-là, le verrou qu'avaient les États-Unis sur le paiement du pétrole en dollars a sauté. Et pour cette raison, d'ailleurs. Donc, vous pouvez maintenant, si vous êtes l'Inde, vous achetez votre pétrole dans votre monnaie. En roupie ou en roupie, ou vous payez en rouble, vous vous débrouillez. Rouble, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le dollar, il n'y a plus de raison d'avoir ces réserves de change dedans. Un, vous n'êtes pas sûr que vous allez les garder. Et deux, elles ne vous servent plus à rien puisque vous pouvez acheter votre pétrole. Et ça, c'est déjà acté. Hein. Ça, c'est déjà acté. Mais le grand problème dans un système de paiement international, c'est qu'il faut apprendre à régler les excédents et les déficits. Vous savez, il va payer un excédent, donc il doit recevoir du fric. Il va payer un déficit, il doit en payer. Et alors, autrefois, on faisait ça en passant par, une fois de plus, le dollar. On faisait des réserves de change en dollars, on les passait au pays d'à côté, qui les acceptaient, etc. Le dollar était... il servait aussi, non seulement à acheter le pétrole, mais à acheter le temps. C'est ça. Il servait le temps. Or, il a perdu ça. Donc, le grand problème des marchés de tous les autres pays, maintenant, c'est de créer des marchés obligataires locaux qui vont être acceptés localement de façon à arbitrer leur excédent, et c'est ce qu'ils ont discuté à Kazan. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il y aura l'or dedans, il y aura probablement un substitut du pétrole, il y aura peut-être une espèce de banque centrale locale qui essaiera de faire une chambre de compensation, mais il faut bien se rendre compte que la vraie question qui va se poser dans les années qui viennent, c'est que les réserves de change dans le monde en dollars, c'est à peu près 5 000 milliards de dollars, c'est beaucoup. Hein. Ah oui, actuellement. 5 000 milliards, oui. dont plus personne n'a besoin. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces 5 000 milliards? Ils ne servent plus à rien. Mais les États-Unis... oui, vous allez acheter des États-Unis, des trucs aux États-Unis. Mais qu'est-ce que vous pouvez acheter aux États-Unis aujourd'hui, si ce n'est des armes qui ne marchent pas? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, vous voulez dire BRICS... D'un seul coup, ça rend ces 5 000 milliards de dollars dont tout le monde avait besoin inutiles. Ouais. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, personne n'a la moindre idée. Et c'est ça dont ils discutent. Mais est-ce que c'est déjà, on peut parler de dédollarisation? Complètement. Ouais. Aujourd'hui, c'est-à-dire, pour essayer d'utiliser une image, vous vous souvenez des ordinateurs il y a 40 ans, et vous avez un gros ordinateur au milieu, qui avait des écrans qui étaient branchés sur le gros ordinateur, et puis le gros ordinateur était... Tout passait par lui. Le gros ordinateur, c'est le système SWIFT. Vous savez, c'est le système de paiement. Absolument. Tout passait en dollars. Donc, la Malaisie devait payer à l'Indonésie, qui est la frontière d'à côté. En dollars. En dollars. Donc, ça passait par le dollar. La France avait le Kirghizistan, etc. Voilà. Et la CIA était au courant de toutes les transactions. Bien sûr. Bien sûr. Tandis qu'aujourd'hui, ça va être remplacé par des PC. Vous aurez un PC à la Banque centrale indonésienne, un PC à la Banque centrale malaisienne. Ils feront le total des transactions qui ont eu lieu ce jour-là, et à la fin de la journée, ils essaieront de solder. Et la question, c'est avec quoi je solde? Et donc, c'est la fin du système dollar. Ouais, c'est ça. Et c'est un basculement quand même. Ah, mais c'est un basculement gigantesque. Ça veut dire qu'on sort du monde américain. C'est-à-dire qu'autrefois, en tant que gérant, en tant que financier, je devais d'abord savoir ce qui se passait aux États-Unis pour savoir les conséquences que ça allait avoir sur le reste du monde. Maintenant, il va y avoir des cycles complètement indépendants. Le cycle chinois sera plus déterminé. Pour que je sache ce qui passe en Chine, en Russie, en Inde. Et je vois comment ils se mélangent les uns aux autres. Ça va devenir amusant à nouveau. Et alors, comme d'habitude, l'Europe va payer les pots cassés. L'Europe a décidé de devenir Venise au XVIIe siècle, un pays de bronze-cul qu'on va voir quand on a envie de rigoler, quoi. Marrakech avec un peu de pluie, quoi. Ouais, oui, et pas de bons impôts. Et pas de bons impôts. Au moins à Marrakech, il n'y a pas d'impôts, quoi. C'est vrai. On va continuer à en parler avec Charles Gave. Cessez de vous faire avoir après cette petite pause. À tout de suite. Et si vous voulez réagir ou poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes toujours avec Charles Gave. Cessez de vous faire avoir, ce livre, effectué. Si vous êtes intéressé à votre épargne et qui n'est pas intéressé à son épargne, quelle qu'elle soit. Et restez libre. J'ai écrit ça pour que vous restiez libre. Et restez libre et avec l'esprit critique. Oui. C'est important, ça, l'esprit critique. Vous savez, c'est toujours pareil. Si vous mordez pas la main qui vous nourrit,
Exact. Et comme disait l'autre, il n'y a pas de free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Charles Gave, justement, on a parlé des BRICS et on a parlé de ce que cette dédollarisation qui a commencé et qui effectivement s'est activée. Alors, les élections américaines. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on va essayer. Bon, tout le monde me dit c'est très proche et tout ça. Bon, on verra. Je suis pas Madame Soleil, mais on va essayer. Je vais vous dire quel est le scénario qui fout la France en l'air. C'est peut-être une meilleure façon de raisonner. Allons-y. Si Trump est élu, s'il a le contrôle du Sénat, s'il a le contrôle de la Chambre des représentants, à ce moment-là, il a le contrôle du système politique. Le nettoyage de l'État profond commence avec Kennedy, avec Candace Owen, avec Tucker Carlson, avec et Elon Musk. Qui sait comment marcher une tronçonneuse. Donc ils vont à ce moment-là, l'Amérique quelque part redevient isolationniste. Ouais. Et pourtant, elle va continuer avec la Chine, avec tout, avec la Russie. Mais beaucoup moins. Vous savez, ce que va faire Trump, c'est qu'il va dire à la Chine, d'accord, on n'est pas copains, mais si vous mettez les usines aux États-Unis, on redevient copains. Ouais, c'est ça. Donc, même chose pour la Russie. Il se débrouillera. Donc, ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que si ça se passe comme ça, la rentabilité du capital investi aux États-Unis va beaucoup monter. Donc, à ce moment-là, les taux d'intérêt vont beaucoup monter. Et si les taux d'intérêt montent beaucoup, comme les taux français sont branchés sur les taux américains, nos taux d'intérêt vont monter beaucoup par sympathie. Et si vous croyez que le gouvernement français peut prendre une hausse de 2 points des taux d'intérêt, c'est que vous n'avez pas regardé les chiffres. C'est-à-dire que la victoire totale de Trump m'amènerait à vendre toutes les obligations françaises, si par hasard j'en avais encore, ce qui n'est pas le cas, et à me dire, vain Dieu, le système risque d'exploser, parce que là, la France, si les taux d'intérêt montent de 200 points de base, la France est en faillite demain. Mais on est obligé de suivre les taux d'intérêt américains. Oui, parce que sinon, sinon si vous suivez pas les taux américains, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous ayez des réserves de change à vendre pour vendre vos obligations américaines pour acheter les obligations françaises. Quid de l'euro? Le vrai problème de l'euro, c'est que pour la première fois depuis... Vous savez, les Allemands, ils avaient un système de retraite qui était fondé, encore une fois l'épargne, sur les obligations allemandes. Parce que pendant 40 ans, le Bund, l'obligation allemande, vous donnait du 5% réel. Donc c'était pas la peine de s'emmerder. Bien sûr. Vous achetiez des obligations, vous étiez un fonds de pension, vous achetiez des obligations le matin, l'après-midi, vous alliez jouer au golf à 3h, c'était pas embêtant. Tout va bien. Sauf qu'ils ont perdu 25% sur ces obligations avec l'euro depuis 3 ans. Donc tous les fonds de pension allemands sont en faillite. Donc il faut que l'Allemagne se remette à épargner. Donc ça va être un petit peu comme en 1936, vous savez. Nous, on va prendre les congés payés, on va voir la mer, et les Allemands, ils se réarment. Et aujourd'hui, les Allemands sont en train de se réarmer, et nous, on discute des congés payés, quoi. Et c'est la même chose. Du travail au noir. Ouais. Du travail au noir. Donc, il faut bien vous rendre compte que pour la première fois depuis les années 30, les deux politiques économiques sont en 180 degrés l'une de l'autre. La France veut continuer à vivre dans le rêve et la dépense. L'Allemagne se remet à épargner. Et donc, à ce moment-là, je ne vois pas comment on le retient. Donc, dites-moi, le couple franco-allemand, c'est une aimable farce. Ça l'a toujours été. Oui. Ça l'a toujours été. Les Allemands ont toujours obéi aux Américains. Et puis c'est tout, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous connaissiez le slogan du Front Populaire, c'était du pain, du travail, et puis je sais plus quoi, de la liberté. Pain, travail et liberté, oui. Oui, et 4 ans après, on avait les Allemands à Paris, on n'avait ni pain, ni travail, ni liberté, quoi. C'était... Oui, mais enfin là, c'est pas le Front Populaire qui dirige ici, en ce moment. Non, mais c'est des incompétents. Ouais. C'est des incompétents, si vous voulez. Et c'est quand même assez hallucinant qu'il n'y ait pas de prévision, de penser voilà ce qui peut se passer. Regardez, moi j'ai été frappé dans l'histoire du BRICS. C'est que pratiquement personne n'y est allé dans les médias. Moi, ça fait 10 ans que j'ai personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourquoi ? Il faudra que vous me répondiez un jour à une question qui me gêne beaucoup. C'est qu'il y a des gens qui sont autorisés à parler, comme, je sais pas, Duhamel, ou Minc, ou Attali, ou j'en sais rien. Ça fait 40 ans qu'ils se plantent. Et 40 ans que tout le monde les interviewe comme s'ils avaient dit quelque chose d'intelligent la fois d'avant. Mais ces gars-là se trompent surtout. Donc, à quel moment la classe journalistique française va-t-elle décider qu'il y a des gars que c'est pas la peine d'interroger ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extraordinaire. Vous lisez les bouquins de Minc d'il y a 30 ans, vous pouvez pas vous empêcher de vous rouler par terre de bonheur, quoi. Sans parler des généraux de plateau aujourd'hui. Hein. Les généraux de plateau qui n'ont jamais vu une troupe, d'ailleurs, qui sont tous des gars...
qui ont fait leur carrière au centre de l'OTAN. Voilà pourquoi ici on essaie d'interroger des gens qui savent, en tout cas dans leur parti, ce dont ils parlent. Et c'est le cas, je le dis, de Charles Gave. Cessez de vous faire avoir. Écoutez, cessez de vous faire avoir et prenez le temps de ne pas vous faire avoir. Si vous ne prenez pas le temps, vous vous ferez avoir. Hein. Ça, je peux vous dire. Merci. Et si vous avez raté l'émission ou si vous voulez tout simplement la réécouter, vous pouvez vous brancher sur sudradio.fr et la retrouver en